que moi je peux dire, c'est que les nouveaux élus du peuple s'occupent réellement des problèmes du peuple. Et un des souhaits que je pourrais tout de suite évoquer, c'est que nous avons souvent l'habitude de constater qu'à chaque nouvelle mandature, au niveau de députés, ils ont toujours l'habitude de revisiter leur salaire, de l'améliorer un peu, d'accord, et pour pouvoir travailler. Mais je souhaiterais qu'avant qu'ils ne fassent là, pour cette nouvelle session, qu'ils essaient également d'augmenter le pouvoir d'achat des Togolais, d'abord. C'est-à-dire que c'est quand même pas bien vu que les députés qui siègent augmentent leur salaire, alors que le peuple qui les a élus a un pouvoir d'achat qui est très faible. Et à quoi faisant? Ben évidemment, il y a des leviers qu'ils connaissent. Je ne vais pas leur apprendre leur métier. Il y a des éléments d'appréciation que les députés connaissent. Vous avez des groupes de travailleurs, vous avez des fonctionnaires, vous avez des travailleurs du privé, vous avez les prix des denrées alimentaires. Il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que le pouvoir d'achat du Togolais soit revalorisé et que le point de la ménagère soit acceptable. Donc oui, aujourd'hui, il y a un souci réel, celui du bien-être et du mieux vivre des Togolaises et des Togolais. Et je pense que ceux qui se réclament comme des élus de cette Togolais, devraient s'en préoccuper. Je pense que tout le monde en a conscience. Et donc je leur souhaite de bien siéger, mais de ne pas oublier que la première mesure qu'ils peuvent prendre pour pouvoir soulager le peuple et lui faire comprendre qu'ils sont là pour lui, c'est de faire augmenter de manière substantielle le pouvoir d'achat des Togolaises et des Togolais. Ça veut dire que de temps en temps, vous aurez à les rappeler... Ce n'est pas de temps en temps. Ah bon? Nous allons les marquer à la culotte. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant, en fait. La situation est telle que, tout à l'heure on va en parler, on ne peut plus faire semblant, tout est en train d'augmenter de manière exagérée. Et oui, il y a une conjoncture, et il faut réagir par rapport à la conjoncture. Et donc ce ne serait pas bien vu qu'en siégeant pour la première fois, que les premières mesures soient d'augmenter leur salaire. Il faudrait qu'ils travaillent à ce que le pouvoir d'achat des Togolais et des Togolais... Vous allez les marquer à la culotte. Totalement. Voilà. L'un des problèmes sur le tapis actuellement, c'est le délestage. La société vient d'établir un programme zonal par rapport à ces coupures. Aujourd'hui, on espère que pour cette rentrée, on aura l'électricité pour bien sûr les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, Dr Gilbert Tsolengamou, certains disent que la société communique mal par rapport à ces coupures intempestives. Pour d'autres, les raisons de ces coupures ne sont pas connues réellement par les citoyens. Des griefs portés contre la société par rapport au gouvernement. Vous, au niveau de la santé, est-ce que ces coupures-là aussi jouent mal dans vos prestations? Il y a des coupures aussi dans les centres de santé. Mais ces coupures affectent tout le monde. Et pire encore, les centres de santé. Je ne vais pas citer les grands centres où il y a eu des coupures. Et je peux vous dire qu'il y a des centres où il y a eu des coupures dont le groupe électrogène était en panne. Et je ne vais pas vous dire les dégâts qu'il y a eu. Je me garde de le dire parce que j'ai quand même un droit de réserve. En tant que praticien, je suis tenu par le secret médical. Mais je peux vous dire, et vous pouvez comprendre aisément que les dégâts dans mes propos, qu'un centre qui a une réanimation, et il y a une coupure de courant où les gens sont sous assistance respiratoire, et donc peut-être le groupe tombe en panne, vous comprenez aisément qu'on ne va pas déplorer on ne peut que déplorer des décès. Mais je me garde d'aller plus loin. C'est pour vous dire en fait que ce que nous disons est d'une gravité extrême. Et que franchement que certains Togolaises et Togolais arrêtent de penser que tout ce qu'on dit sur notre pays, c'est dans le sens de détruire. Non. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire sinon d'appeler à l'aide en disant qu'il y a des situations qui ne peuvent pas être possibles. Voilà des centres de santé qui sont là avec des groupes électrogènes qui n'ont pas été entretenus. Et voilà qu'il y a coupure et les groupes ne fonctionnent pas. Des gens meurent. Voilà des centres de santé où il n'y a même pas de groupe électrogène. Il y en a où il n'y en a même pas. À qui la faute est ça? Non, le débat n'est pas de savoir à qui la faute ou à qui n'est pas la faute. C'est de savoir, nous avons une situation qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que le délestage ou bien l'absence d'électricité au Togo n'était peut-être pas anticipé, prévu.
les fournisseurs togolais ont pris des décisions, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en manque. Le besoin initial que nous satisfaisons par l'aide des fournisseurs togolais, ce besoin n'est plus satisfait. Il faut réagir. Et comment fonctionner avant, sans penser qu'il pouvait avoir coupure ou bien manque d'électricité? On n'a pas pris la peine d'entretenir les groupes électrogènes ou bien de... Voilà. Et donc, on est dans une situation où nous devons réagir. Donc, que les gens arrêtent de penser que chaque fois qu'on dit quelque chose pour que les choses s'améliorent, qu'on est contre notre pays ou bien qu'on est contre le gouvernement. Pas du tout. Voilà des centres de santé, il y en a, qui n'ont pas de groupe électrogène. Carrément. L'autre fois, j'ai fait un tweet en disant cela, et que, bon, j'ai fait un tour dans quelques centres de santé où il n'y avait pas de groupe électrogène dans le Golfe et dans Agoué. Bon, ben, je peux vous donner des noms. Je peux vous donner des noms. Le CMS à Moutiévé, là, au niveau de Décon, n'a pas de groupe, dans le Golfe 4, n'a pas de groupe électrogène. Je peux vous multiplier les exemples. Et là, j'ai appelé à ce que les élus locaux, c'est-à-dire les mairies et le ministère de la Santé, fassent en sorte que on puisse trouver rapidement une solution. C'est un appel à l'aide. Que les gens comprennent. L'urgence à satisfaire. Que les gens comprennent, que les gens arrêtent de penser qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est pour détruire, bien pour nuire. Non, il faut arrêter ça. Moi, je n'ai rien à voir avec des gens qui sont cupides et qui n'ont d'intelligence que la hauteur de leur cupidité. Nous, on n'est pas dans ça. Ceux qui sont payés pour faire ça, c'est leur problème. Mais nous parlons du fait que la vie des Togolaises, des Togolais est un danger. Est importante. Nous devons la préserver. Et donc, oui, souffrer que des fois nous puissions dire que ce n'est pas bien. Et quand c'est bien, qu'on dise que c'est bien aussi. Vous comprenez? Donc, nous, on n'est pas là pour savoir qui fait quoi, qui n'est pas quoi, ou bien de quel parti on est. On n'est pas là pour ça. Si c'est le cas, Lomé, à l'intérieur du pays, quel est le constat, Dr. Charles? Allez-y comprendre vous-même, Monsieur Gildas. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez? Voilà. Et évidemment, il y a des centres de santé, il y a des CMS par rapport, comme par exemple, je pense le CMS Agoué-Lavagnon, le CMS Agoué, où il y a des groupes électrogènes. Ça, c'est à saluer. Vous comprenez? Et ça, c'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres. Vous comprenez? Qu'eux, ils ont pu avoir leur groupe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on demande à ce que les communes s'impliquent? Les communes ont en charge une population et disent que ces populations ont voté pour qu'on ait le maire, qu'on ait les élus locaux. Mais que ces communes s'intéressent aux problèmes de santé de leur population. Donc, elles peuvent valablement contribuer en aidant aussi le ministère de la Santé à voir comment est-ce qu'on peut trouver des groupes électrogènes pour pouvoir alimenter ces centres de santé qui en ont hautement besoin. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans électricité. Ça va de soi. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont payés pour venir attaquer les gens, parce qu'ils n'ont d'autre compréhension que la profondeur de leur estomac. D'accord? Non, excusez-moi de finir là-dessus. Non, soyons clairs. Non, ils n'ont qu'à au moins réfléchir un peu. Ce que nous disons, c'est pour améliorer les choses et faire avancer notre pays. Ce n'est pas du tout pour le détruire, pour le nuire. Non. C'est une réalité. Et je ne souhaite pas qu'il soit dans une situation pareille, d'arriver quelque part, qu'il y ait coupure, et qu'on ne puisse même pas les prendre en charge. Ce serait dramatique pour vous. Mais actuellement, on a un programme de délestage. La CET vient d'établir même un programme dans chaque zone. Est-ce que c'est aussi un signe au moins pour qu'on se prépare? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Nous subissons. Oui, nous subissons, mais c'est là où c'est quand même extraordinaire. Nous subissons, mais on ne va pas rester là à subir. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Je ne vais pas communiquer des choses parce que c'est quand même délicat. Vous voyez, je peux prendre une date, le 14 mai. Je peux vous dire à peu près, parce que notre travail, c'est de nous informer aussi. Je peux vous dire à peu près quelle a été la production en électricité au niveau de nos différentes centrales. Vous devez chercher ça à savoir. Parce que c'est important de comprendre les choses, de connaître les choses pour pouvoir trouver les solutions. Vous avez une centrale comme Kekele Efficient Power, qui est une centrale qui se nourrit exclusivement de gaz. C'est ce qu'on m'a expliqué par rapport aux experts. Mais il n'y a pas de gaz, il n'y en a pas assez. Mais au même moment, vous pouvez penser quand même que sur le territoire togolais, il y a des sociétés qui commercialisent le gaz. Alors, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à trouver une solution pour dire, ok, comment est-ce qu'on les met en contribution pour que rapidement, le manque là qu'on a, qu'on puisse le combler pour que quelqu'un les fasse, qui est une très bonne idée, un très bon investissement, puisse tourner en plein régime pour fournir la capacité maximale qu'on espère de là-bas. Pareil pour Contour Global.
Maintenant, lorsqu'il y a un manque de gaz à contour global, il faut que les turbines fonctionnent à base de fioul. Et le fioul coûte très cher. Donc il faut trouver forcément du supplément en gaz et faire en sorte que ces deux centrales, tout au moins, puissent arriver à la production de la capacité maximale qu'elles devraient céder pour qu'on puisse compenser les besoins. Voilà. Là où nous en sommes, vous devez faire une enquête là-dessus pour comprendre quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Moi, je pense qu'au point où on en est, autant pendant la Covid, nous avons appelé à ce qu'il y ait une unité nationale. Oui, les gens ont contribué. Autant pendant cette crise énergétique, il faut encore appeler. Qui a des effets néfastes sur l'économie, dramatique. Appelons aussi à un sursaut national pour que ceux qui ont des solutions, ceux qui peuvent aider, puissent aider, peu importe les moyens qu'on doit mettre à leur contribution. Pour le faire, il faut qu'on le fasse parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, une économie ne peut évoluer, se développer sans énergie. Vous comprenez ça? Donc, fondamentalement, si on ne fait rien, mais c'est le tissu économique du Togo qui se délite totalement, qui se détériore. Nous allons avoir les contre-coups au niveau du travail et au niveau de la cherté de la vie, monsieur Gildas. Mais ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, même les prix commencent par s'enflammer déjà terriblement sur le marché. Et ce n'est pas intéressant parce que ça devient un cercle vicieux. Et lorsque, excusez-moi, la population se sent étouffée, comprimée, mais à un moment donné, ça ne se passe pas bien. Voilà. Je pense que les autorités vont quand même trouver rapidement une solution à ces coupures de l'électricité. On va revenir dans le secteur de la santé. On va pas tout faire penser, il faut vraiment qu'on œuvre à ça. Oui, enfin, non, c'est fondamental. Non, c'est ensemble. Non, c'est qu'ils vont, Gildas. C'est pas qu'ils vont. C'est ensemble. Nous tous sommes tenus de trouver une solution. Oui. Et c'est en cela que il faut que les gens comprennent. Vous savez, et on peut être à un poste et ne pas forcément avoir la science infuse. Vous comprenez? Et il faut aussi qu'on accepte l'humilité, d'écouter aussi les uns les autres. Évidemment, il y a des intérêts que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Nous sommes très loin des réalités du pouvoir. Mais nous ne pouvons que appeler à ce que les autorités, comme on les connaît, qui sont attentives et qui ont à cœur le bien du peuple, aussi puissent écouter un peu et essayer de nous dire un peu comment ça se passe et qu'on essaie de voir ensemble comment on peut trouver une solution. Je pense qu'il y a des experts qu'elles soient ouvertes. Nous sommes vraiment loin. Moi, je suis un médecin, donc je ne suis pas un expert en énergie. Mais c'est la petite réflexion que je me suis faite à mon niveau. Excusez-moi. Parce qu'au-delà de la santé aussi, les petits commerces aussi. Les gens. Mais c'est ce que je me dis. Mais regardez un peu les petits commerces, comme tu le dis. Ceux qui font dans du froid. Ceux qui font dans du froid, justement. Vous imaginez ce que je veux dire? Voilà, c'est les secteurs informels qui sont à terre depuis un certain moment. On va œuvrer tous ensemble pour continuer une solution à cette solution. Revenons dans le secteur de la santé, Dr Gilbert Tcholenganou. Le mal persiste, on vous accusait que vous accueillez mal les patients, absents de compassion, les propos déplacés parfois envers les patients. Nous faisons appel au mauvais accueil dans le centre de santé, mais entre-temps le CEFOT a quand même œuvré pour venir à bout de ce mal qui ronge le secteur. Vous avez même prévu mettre à disposition des numéros verts pour dénoncer. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Parce que le mauvais accueil dans le centre de santé, vous avez pris ça comme un cheval de bataille. Vous avez promis, lors de vos assemblées générales, de lutter, de former. Nous en parlons. La dernière fois, nous en avons encore parlé. Chaque fois que le besoin se fait sentir, chaque fois que nous avons une occasion de rassembler les soignants, le président de santé, nous parlons de ça. Nous dénonçons ça. Nous sensibilisons à ce que ça s'améliore. Je peux vous dire que ça a commencé par aller un peu. Ce n'est pas encore parfait, mais ça commence par aller. Alors, ce que je peux vous dire également, c'est que nous avons écrit un projet qu'on a soumis à des partenaires. Nous espérons que ces partenaires réagissent. C'est vraiment, comme je l'avais dit, c'est de mettre à disposition un numéro vert. Un numéro vert, et de sorte à ce que les patients, les accompagnants, lorsqu'ils viendront à l'hôpital et qu'ils feront face à de pareilles pratiques, soit de mauvais accueil ou bien ce que nous ne souhaitons pas, s'ils sont arnaqués d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent appeler ce numéro vert et dénoncer. Mais c'est un process. Je vous explique pourquoi c'est un ensemble de choses. C'est quand même quelque chose de très lourd. Dans ce projet-là, il est important, par exemple, que nous puissions distinguer toutes les catégories de soignants ou d'agents de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent de santé de la caisse
va avoir une blouse avec une couleur donnée et aura son identité marquée sur sa blouse. Comme les policiers. Oui, identité, matricule, profession et tout ça. Pareil, le médecin doit être reconnu comme médecin, le garde malade doit être reconnu comme garde malade. Donc le patient doit référer tout ça là avant de nous appeler sur le numéro. Nous allons aller ensemble dans une pédagogie en disant, voilà, quand vous allez à l'hôpital, le gynécologue, médecin, il sera dans telle couleur, il aura son identité sur sa blouse, et quand vous allez interagir avec l'agent de santé, vous allez pouvoir voir son nom et son matricule. Et si par advertence, cet agent de santé devient coupable d'un acte malveillant, vous avez immédiatement son identité et vous pouvez appeler le numéro vert pour dire tel agent de santé à tel moment, dans tel centre, a fait ceci. Et nous aurons dans chaque centre un observatoire de veille par les pairs qui va se charger, dès qu'on recevra l'appel sur notre centrale, on les contacte et ils vont vérifier les faits. Ils vont investiguer et selon la véracité ou non des faits, nous allons prendre une décision et nous en référer à l'autorité de tutelle. Maintenant, quelles sont les sanctions les sanctions seront des sanctions prévues par les tests. Nous avons une déontologie, nous avons une éthique dans la santé. Vous comprenez? Et donc, oui, c'est en cela que nous sommes dans la logique d'œuvrer avec le gouvernement pour pouvoir, comme je l'ai dit, rendre vertueux le secteur de la santé. C'est important que le secteur de la santé devienne vertueux et totalement dépouillé de toutes les aspérités et de toutes les contingences politiques. Évitons de faire de la santé un élément de lutte politique. Moi, je le dis, je l'assume pleinement. On ne peut pas continuer comme ça, dans le sens où on va peut-être dire que oui, tel étant là-bas ne me plaît pas, tel. Non, ce n'est pas une histoire de plaire ou pas. La santé, c'est l'élément qui protège la vie des citoyennes et des citoyens. Et c'est un droit constitutionnel. L'État a le droit et le devoir de garantir à sa population une santé de qualité. C'est une exigence constitutionnelle. Ce n'est pas dit comme ça en l'air. Donc oui, nous devons œuvrer ensemble à cela. Donc nous appelons tous ceux qui nous écoutent, tous les partenaires, les gens de bonne volonté, qui pensent que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est intéressant, de nous aider à pouvoir réaliser ce projet rapidement. Évidemment, on ne peut pas le faire en dehors du ministère de la Santé. Et il faut que le ministère comprenne que c'est vraiment important d'y arriver. Je pense que, bon... Le ministère de la Santé aussi est saisi de ce projet, votre ministère du tutelle. J'en ai parlé au ministre. Le professeur Moustapha Midjiawa. Je lui en ai parlé, oui. Il était favorable. Ben, je pense qu'il n'a pas le choix, il devrait. Voilà. Mais quels sont les facteurs de ce mauvais accueil? C'est vrai que vous disiez que vous n'avez pas de matériel de travail, de salaire. Souvent les gens disent de se cacher derrière ces aspects-là aussi. C'est ça justement. J'aime bien quand vous dites ça parce que vous êtes en train de répondre. Enfin, en fait, le perroquet en reprenant un peu ce que les gens disent. C'est votre travail. Oui, parce que c'est ce que la population dit. De remonter ce que les gens disent. Oui, mais évidemment. Vous êtes mal équipé. Oui, mais ce n'est pas faux non plus, cher ami. Ce n'est pas faux. Mal payé. Mal payé, en sous-effectif, mal équipé. Excusez-moi du peu. Il y a un CHU dont je tais le nom, qui vient de reconnaître, en écrivant à d'autres directeurs, pour leur dire que la capacité d'accueil du CHU, par exemple dans un service de gynéco-obstétrique, est dépassée. Un CHU. Sa capacité d'accueil est dépassée. Et ce CHU s'en remet à des centres périphériques pour l'aider. C'est un CHU. Or aujourd'hui, le système pyramidal que nous avons, avec le lancement de l'ANU, où on dit qu'on part de la base vers le sommet, si la capacité d'accueil du centre de référence est dépassée, il faut revenir vers la base aujourd'hui. Alors vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, quand on dit que les CHU sont dépassés, ce n'est pas la palissade. On ne plaisante pas, c'est une réalité. Voilà. Alors, je peux saluer ici le fait que le gouvernement ait signé une convention qui permet de réhabiliter rapidement le CHU Campus et le CHU Cara. Ça, c'est une très bonne chose. Et nous sommes tous heureux de voir ça. Et maintenant, il faut que les travaux aillent très vite. Très vite pour qu'on puisse au moins réhabiliter ces deux CHU. Maintenant, mais... le CHU Tokoyen, ça là, c'est foutu. Le CHU Tokoyen, ça, c'est pas le CHU. Ce n'est même plus un CHU. Mais allez regarder un peu. En pédiatrie, vous avez 3 enfants sur un matelas. 4, à même le sol. Le service de gynéco qui est totalement dépassé, débordé. Les urgences chirurgicales qui sont saturées. Bon,
on va pas chaque fois refaire le même dessin. Vous voyez. Mais comme je dis, des choses se font et ces choses-là doivent être saluées et vraiment soutenues. Moi, je le dis, j'ai pas de langue de bois. Quand c'est bon, je dis. Quand c'est pas bon, je le dis aussi. Vous voyez. Maintenant, une fois que cela est fait, le personnel, totalement en sous-effectif. Nous allons vers la science maladie universelle, où ce n'est plus, c'est toute la population togolaise qui va être prise en charge. Mais vous n'allez pas demander à un infirmier de s'occuper de 50 malades. Ce n'est pas son boulot. Il y a un nombre fixe pour avoir un infirmier. C'est pareil pour un médecin. Mais est-ce que ces ratios-là, on les respecte? C'est des actions à faire avant même de lancer cet ami-là, normalement. On peut les faire concomitamment, mais il faut quand même qu'on y aille franchement. Voilà, nous avons fait un concours en juin 2023. Monsieur Gildas, juin 2023. Nous sommes à 2 semaines de juin 2024. Bientôt un an, on n'a pas encore les résultats. Nous avons interpellé plusieurs fois le professeur Moustapha Midiawa. Oui, il dit quoi? Votre ministre de tutelle? On l'a interpellé plusieurs fois. Hein? Il ne nous dit rien de concret. Là maintenant, nous devons encore essayer d'aller voir le ministre de la Fonction publique et du Travail et si possible remonter à la primature. Parce que là, on ne comprend plus rien. Mais et si demain maintenant, il y a un mouvement d'humeur, on va nous accuser? On ne peut pas nous accuser. Ces sujets ont été évoqués lors de votre assemblée générale la semaine dernière sous le l'égide du collectif des syndicats de la santé. Mais docteur Solenyanou, le SYNFOT et le collectif, c'est le même rôle que vous jouez parce qu'on vous voit sur les deux fronts. Vous êtes le SYNFOT est un syndicat qui fait partie du collectif, qui est un regroupement de syndicats de la santé. Je vous explique pourquoi nous sommes arrivés à ça. Vous voyez, les syndicats ont tous le même objectif. Il ne faut pas qu'on se montre. Peut-être que c'est la manière d'y arriver qui peut différer. Mais au niveau de la santé, nous avons réussi vraiment cette prouesse de rassembler tous les syndicats du secteur de la santé en un collectif. Environ 7 en un collectif. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et nous parlons d'une même voix parce que nous avons les mêmes objectifs. Évidemment, les moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes, mais nous discutons pour essayer d'arbitrer, de trouver des méthodes consensuelles pour y parvenir. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons réussi à faire et ce qui nous permet d'être vraiment écoutés, crédibles. Et lorsque nous parlons avec le gouvernement, ils nous prennent vraiment au sérieux. Et donc, le collectif, c'est lui qui pilote les actions aujourd'hui dans le domaine de la santé de manière globale. Mais il n'en demeure pas moins que le SYNFOT, en tant que syndicat, et aussi des actions qu'il mène, ça est la preuve. La dernière fois, il y a 2-3 semaines, il y a un mouvement actuellement des opérateurs paramédicaux. Alors, c'est qui les opérateurs paramédicaux? C'est voilà, des paramédicaux qui sont assistants médicaux ou infirmiers, instrumentistes en master et tout ça, qui travaillent dans les hôpitaux, surtout à Lomé comme à l'intérieur. Et comme il n'y a pas assez de chirurgiens et assez de gynécologues obstétriciens, nous qui sommes chirurgiens et gynécologues, nous formons certains parmi eux à pouvoir faire certaines opérations, évidemment sous notre contrôle. Vous voyez? Et ces personnes, même des fois dans certains centres, sont les seuls à travailler, il n'y a même pas de chirurgien. Je vais vous citer par exemple le CHP Tonou, où il n'y a pas de chirurgien, Pagoda, où il n'y a pas de chirurgien, où c'est des opérateurs paramédicaux qui interviennent là-bas, qui opèrent, s'il vous plaît, là-bas. Alors, ces messieurs et ces dames ne sont pas reconnus officiellement par aucun test au Togo. Et donc, ça devient quoi? Un exercice illégal de la pratique médicale. Vous comprenez? Et donc, ces messieurs et dames ont écrit pour dire, mais il est important qu'on fasse une reconnaissance officielle et que derrière, il y ait quand même une motivation qui se fasse. Voilà, nous avons été saisis de ça au niveau du SYNFOT. Nous avons fait un courrier au ministre de la Santé pour lui dire que ce phénomène-là est aussi vieux que notre pays par rapport à l'indépendance. Et il est temps qu'on arrête ça. Et que un ministère de la Santé sérieux ne peut pas se substanter de cette manière de faire qui est totalement illégale. Parce qu'on ne peut pas accepter. Je dis qu'il y a un problème maintenant. Qui est-ce qu'on interpelle? Voilà des situations auxquelles nous faisons face par défaut de personnel. Vous n'avez pas de gynécologue obstétricien à l'intérieur, pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Non. Ils ne veulent pas. On fait des concours, on n'en trouve pas. Parce que les gens ne sont pas bien payés. Ils préfèrent, une fois fini, ouvrir leur cabinet, tranquillement, avoir leur écho tranquille, ils travaillent, ils se font un peu d'argent. Parce qu'eux aussi doivent vivre. Mais quand vous avez un secteur de la santé où le salaire n'est pas bien, je le dis parce que c'est une réalité. Si on veut comparer un peu avec la sous-région, c'est pour ça que vous dites que vos salaires sont primes par rapport à certains pays
pays que je ne peux pas citer ici pour faire... non, c'est une vérité. Donc, quand vous avez comment est-ce que nous faisons spécialiste, vous gagnez 241 000 contre 1 million pour les pays de la sous-région. C'est une réalité, je ne mens pas, c'est vrai. Ils le savent que c'est une vérité, je ne mens pas. Et puis justement, cher ami, mais comment est-ce que nous devons rendre le secteur de la santé attractif? Mais nous devons réfléchir, et le gouvernement a accepté, sous le Premier ministre Clousset, et que nous puissions aller vers une fonction publique hospitalière qui devrait réfléchir sur comment améliorer de manière conséquente la rémunération, le plan de carrière et un ensemble de choses au niveau de la santé pour rendre ce secteur-là attractif, surtout que nous sommes dans le moment de l'année. Assurance maladie universelle. Vous pensez raisonnablement que ce nombre-là suffirait à prendre en charge tous les Togolais, toutes les Togolaises? Non. Donc, le problème est réel et il est posé. Nous devons faire en sorte d'aller. Pareil pour les cardiologues. Vous passez le concours, vous n'en trouvez pas. Mais au même moment, un exemple. Voilà des pays à côté. Ce n'est pas défini dans les concours de la sous. Ou par exemple sur des aspects thérapeutiques avancés, des choses se font. Vous prenez le domaine de la cancérologie. La dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un vaste programme en cancéro. D'accord? Ce programme, il y a des partenariats avec des laboratoires. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a envoyé en formation 600 médecins. 600. Rien que pour la cancéro, parce qu'ils veulent mettre en place un grand institut. Ils en ont déjà 3. 2 en Côte d'Ivoire et 1 à Bassam. Maintenant, ils veulent encore en mettre un grand. Vous comprenez? Et pour ça, ils ont envoyé en formation 600 médecins. Le Togo. Le Togo. Les mêmes partenaires sont arrivés au Togo, mais on n'a rien entendu. Voilà. Vous comprenez? C'est pas intéressant. Vous passez à côté ici. On parle de formation médicale et paramédicale. Mais on dit qu'on n'a pas de spécialistes. Vous demandez aujourd'hui qu'on vous fasse la liste des Togolais qui sont en formation spéciale, vous n'en trouverez pas beaucoup. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Mais ceux qui sont là même sont en dehors du pays. Notre université est ici au Togo, à Lomé comme Akara, en termes de formation postdoctorale en spécialisation médicale, forment plus des étrangers. Demandez à savoir combien de Togolais vous avez, il n'y en a pas beaucoup. En dehors des Togolais médecins militaires, vous n'allez pas trouver des Togolais civils en nombre. Alors que par exemple, vous prenez le Bénin, chaque année, le Bénin offre 120 bourses. On ne parle pas des bourses pour la santé publique, c'est ce que notre ministère donne. Je parle de la formation de spécialisation. 120 bourses. Vous allez au Burkina, le Burkina a un programme quinquennal de formation de 1000 spécialistes. Quinquennal. En 5 ans, nous devons en former 1000. Donc, la planification est faite. Nous, chez nous, au Togo, rien. On n'entend rien de ça. Mais au même moment, oui, on a des écoles de formation paramédicale. Ces écoles sont là, qui forment la généralité et tout ça, et tout ça. Mais pourquoi on ne les emploie pas pour les spécialisations? Non, on ne les emploie pas au Togo. Même si on peut faire pour l'étranger, mais pourquoi on ne les consomme pas aussi au Togo? Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est ces nouvelles demandes que vous avez actuellement sur lesquelles vous travaillez. Ce n'est pas de nouvelles demandes, c'est des demandes qui sont aussi vieilles que vous et moi nous sommes assis ici depuis un temps. D'accord? Elles ne sont pas nouvelles, elles sont là depuis. Nous demandons juste qu'on accélère les choses. Voilà. Et je tiens à dire quelque chose de fondamental. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, nous évoluons. D'accord? Sur votre plateforme. Oui, nous évoluons. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faut qu'on accélère. La vitesse de croisière doit passer à un autre niveau, totalement. Parce que les besoins et les exigences de l'heure sont telles que nous ne pouvons plus tergiverser. Nous félicitons le gouvernement pour ce qu'il fait. Il faut aller faire encore plus vite. Mais il faut qu'on aille encore plus vite. Parce que là, maintenant, on ne peut plus s'arrêter. On doit aller très vite même. Sinon, on risque d'avoir un phénomène qui va être déplorable pour nous tous. Notre système de santé est à bout de force. Et à bout de souffle, je veux dire. En bon français, c'est à bout de souffle. Si le système de santé est même malade. Mais il est comateux. Si on ne le réanime pas tout de suite, on ne pourra pas tenir avec la mue. Ça, je vous le dis, ce n'est pas une histoire de plaisanterie, mais ils le savent tous. On ne pourra pas tenir par rapport à la mue. C'est sincère, c'est sérieux. Voilà. Maintenant, que chacun fasse sa part. Et nous disons au ministre de la Santé de proclamer les résultats dans les plus brefs délais. Quand on dit délai, il ne faut pas qu'on arrive à 1 an, jour pour jour, quand on engage le concours. Donc, il faut qu'il fasse en sorte qu'on puisse avoir ces résultats dans les 2 semaines qui arrivent. C'est ce que les camarades ont demandé. Et nous le disons. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'assume pleinement. Et donc, heureusement, en plus qu'il y a la nouvelle assemblée qui siège aujourd'hui. Donc, je leur dis ça en même temps.
les élus du peuple, mais faites en sorte que... Vous voyez quand même passer sur ce sujet-là. Rapidement, il faut que le ministre Midjara donne les résultats du concours. Rapidement, parce qu'on ne tient plus le coup. Les mouvements qui se passent dans les hôpitaux, dans les CMS, où les gens se plaignent, mais c'est à cause de ça. Vous avez des contractuels qui grèvent les budgets autonomes. Parce que la charge salariale, le plan n'est pas au budget autonome. Les recettes ne peuvent pas prendre en compte tout le monde. Combien on produit à l'hôpital pour qu'on estime que les hôpitaux peuvent tenir à prendre en charge les gens, les contractuels? Il n'y en a pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais si on recrute ces contractuels qui deviennent fonctionnaires, ça dégage la ligne budgétaire, voilà, la ligne budgétaire chargée des salaires. Et donc ça veut dire que c'est de l'argent pour les centres de santé pour s'occuper d'autres choses. Mais c'est ce qu'on a expliqué et tout le monde comprend ça. Maintenant, on a la peine à voir que un concours qui est organisé depuis bientôt 1 an, qu'on n'ait pas les résultats. Mais je tiens à dire aussi une chose. Rapidement, oui. La sécurité, oui. Mais elle n'est pas que territoriale. Elle est aussi sanitaire. Ah oui, elle est aussi sanitaire. On dirait que tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Donc oui, il faut que les autorités nous écoutent et que le ministre Moustapha Midiawa, qui est professeur de médecine, puisse rapidement faire proclamer les résultats du concours organisé. Nous allons, comme dans l'accoutumée, nous rapprocher du ministre de la Fonction publique et du Travail et, si possible, essayer de demander aussi à la primature de pouvoir nous aider pour que rapidement on puisse avoir ces résultats rapidement. Madame, monsieur, nous sommes avec Dr Gilbert Solignanou, secrétaire général du Synfort et le président du collectif des syndicats de la santé. On marque la pause, on revient pour évoquer d'autres sujets et puis vos réactions téléphoniques sur le 92 02 80 63 99 110 110 90. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Pour ces 15 ans d'existence et de service, PADES Microfinance vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Ensemble, créons des communautés fortes par la diversité et l'accessibilité de nos services dans une relation économique et sociale durable. PADES Microfinance, créons des communautés fortes. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres un même objectif. Projet de contractualisation des hôpitaux publics. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, 7 centres de santé ont fait l'expérience. On entend aussi à l'étendre sur d'autres centres comme l'hôpital de Baie, CH Campus, CH Lomé Commune, Ngoche et Ekpalimé. Mais au-delà de tout, Gilbert Solignanou, est-ce que ce n'est pas aussi une solution? Il y a un début de solution, ce projet de contractualisation. C'est un échec. Monsieur Gildas, on ne va pas perdre le temps. C'est un échec. D'accord? Et écoute, ça c'est un projet voilà, qui est là depuis bientôt plus de 5 ans. Plus de 5 ans, vous comprenez? Et la dernière fois, nous avions demandé qu'on fasse une sorte de... une évaluation. Un audit. Oui. On va vous dire que audit c'est trop fort. Bon, parlons d'évaluation. De manière à édulcorer les expressions. Évaluation, c'est plus doux. Vous comprenez? Ça passe plus vite, quoi. Voilà. C'est un peu comme lorsqu'on veut vous mettre un suppositoire. Il faut essayer de mettre un peu d'eau. Là, ça passe plus vite. D'accord. Édulcorons les expressions en disant évaluation du projet. Ok. Évaluation du projet. Voilà, on commet un expert. Cet expert vient de l'OMS. L'expert de l'OMS arrive. Il voit tout le monde, sauf les syndicats. Nous qui avons demandé l'évaluation, on n'est pas consulté. On n'est pas vu. Je peux vous garantir que, quel que soit le rapport ou la conclusion de cette enquête-là, nous n'y adhérons pas. Nous estimons qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Vous êtes écarté. Je n'en sais rien. Mais nous ne connaissons pas dans ça. Vous comprenez? La preuve, c'est sur les faits. Allons sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire qu'on a augmenté la fréquentation. Laissez-moi finir. Il ne s'agit pas de... Pardon, monsieur Sildas, laissez-moi finir. Il ne s'agit pas de dire qu'on a augmenté les fréquentations ou bien qu'on a acheté 2 microscopes. Mais on ne parle pas de ça. Nous avons des indicateurs de santé aussi. Évidemment, il y a des choses que nous pouvons garder de cette réforme-là.
Mais ce qui est fondamental, c'est de rendre responsables les acteurs eux-mêmes. Il n'y a pas meilleure façon de contrôler la gestion qu'en rendant responsables les acteurs eux-mêmes, qui sont leurs propres gendarmes. C'est en cela que le projet que nous proposons est un projet innovant et est la solution à cette histoire-là de bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une interaction entre le soignant, le soigné et l'administrateur du centre. Les caisses sont connues, il n'y aura pas d'interaction et entre le soignant et le soigné en termes de cession d'argent, puisque on aura un guichet, on aura des trucs et tout ça, et tout le monde sait. Le circuit dans le centre hospitalier est connu de tous. Et évidemment, ce qu'on va bien garder de cette réforme-là, c'est que il y a un comité de gestion. Il y a un comité de gestion et ce comité de gestion va se regrouper chaque mois pour faire le point sur les entrées et les dépenses, avec en sorte que on sache où va l'argent du centre. Et nous appelons même à la centralisation de la surveillance des recettes des hôpitaux. Nous sommes pour ça. Le Trésor peut avoir un mécanisme de surveillance des recettes de manière centralisée. On ne parle pas de gestion centralisée, mais on parle de surveillance des recettes centralisées. Actuellement, il y a un truc qui se fait qui n'est pas mal. Il y a les contrôleurs financiers qui sont là, qui observent. Mais le drame, c'est que ces contrôleurs financiers, des fois, exagèrent dans les choses. Un exemple. Vous avez la situation aujourd'hui de l'indemnité de départ à la retraite. Certains contractuels qui sont à la CNSS. Et les tests sont clairs là-dessus. Quand les gens partent à la retraite, ils ont une indemnité de départ à la retraite, dont le nombre de mois est bien connu. Alors, il nous a été rapporté que, par exemple, au CHU Tocoin et au CHU Sylvanus, Tocoin et Campus, que les directions de ces hôpitaux-là étaient prêts à libérer les indemnités de départ à la retraite à ces agents-là, conformément à la loi en vigueur. Mais voilà qu'il y a des contrôleurs financiers du Trésor qui s'opposent à ça. Nous ne comprenons pas pourquoi ils s'opposent à ça. Alors que les directions des hôpitaux sont disposées à payer ces contractuels-là qui ont travaillé et qui doivent jouir de ce droit. Et ce droit, c'est un droit que les tests togolais ont consacré. Alors, je ne comprends pas pourquoi des gens, des fois, par un excès de zèle, veulent brimer leurs propres frères et sœurs. Je ne comprends pas. Là, il faut quand même aller fouiller, voir. Non, on n'a pas fouillé. Les raisons réelles de cette opposition. Gildas, je ne suis pas là pour tergiverser. Quand je vous parle, je vous dis les choses sûres et des choses vraies. Je ne suis pas là pour venir raconter des rumeurs. Je vous dis ça et prenez-le pour vrai. Je n'ai pas encore allé fouiller. C'est une réalité. Et je pense que normalement, ça doit pouvoir être réglé. Dans l'immédiat, on ne peut pas interdire aux gens de jouir de leurs droits selon les tests qu'on s'est donné au Togo. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que il n'y a pas fouillé, monsieur Gildas, je vous dis la vérité. C'est tout. Mais nous aussi, on va faire notre enquête. Mais donc, en termes clairs, le projet de contradiction n'a rien révélé de bon, selon vous, parce que vous avez parlé d'échec par rapport à ce projet-là. Quand on parle d'échec, ça ne veut pas dire que, excusez-moi, si vous avez eu un examen, ça ne veut pas dire que toutes les matières, vous avez eu 5 sur 20. Vous pouvez avoir dans une matière 15 sur 20, mais échouer à l'examen. D'accord, c'est la moyenne, vous comprenez. Il y a des choses que nous pouvons garder. Le rapport final de l'OMS, ça n'engage que ce que le collectif. Les présidents de la santé. Je ne parle pas du collectif, je parle de tous les agents de santé du Togo. On ne se reconnaît pas dans ça. On n'a pas été consulté, on n'a pas été associé. Donc, pour nous, c'est un papier qui va probablement faire le bonheur de celui qui a commandité le travail. Voilà. 92 02 80 63 99 110 110 90 pour être en direct avec nous, avec notre invité, Dr Gilbert Tcholenyanou, le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, également président du collectif des syndicats de la santé du Togo, qui est notre invité du débat de ce mardi 21 mai 2024. Le premier intervenant qui se signale au bout du fil. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Kodjo. Oui, allez-y, Kodjo. Pardon? Oui, allez-y, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, c'est vous participer à l'émission. Vous êtes en direct, allez-y. Oui. Ah, bon, moi je me dis que si même on dans ce gouvernement, le gouvernement Togo va rien foutre au Togo, hein, parce qu'à la lutte vont les choses. Regardez, à peine sorti d'une élection qui a été bourrée, volée, fichée. À peine sorti de cette élection, regarde comment le Togo est devenu. Avec des courants coupés, on n'a pas accès à l'eau, on n'a pas accès au carburant. Regardez tout ça. Par exemple, aujourd'hui, souvent moi je perds
une à moteur pour ma moto. Et ça se vendait à 3200. Je suis parti chercher cette île à moteur, on me dit que c'est à 3500 actuellement. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est ce qu'il nous faut de la mettre dans ce pays, quoi. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Kodjo. Derrière vous, c'est M. Senghor. Bonjour, M. Senghor. Bonjour. 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 Bonjour, M. Senghor. Ok, je salue mon docteur. Bonjour. Bonjour, M. Senghor. Comment vous allez? Monsieur docteur Djeriano, je voudrais savoir si au Togo, on a une fois interpellé un docteur comme vous, parce que vous avez opéré une personne, la personne est morte. Est-ce que on vous a interpellé, vous, à la justice? Bon, je crois que, vous allez répondre à cela. Bon, maintenant, avec ce délestage, mais vous ne voyez pas que les gens meurent, les patients meurent, parce qu'on coupe le courant, hier seulement, un ami m'a dit que sa femme est en contact à cause de ce délestage-là, qui était sous le truc, quand on a coupé le courant, la femme est partie. Monsieur Solengagnano, comment vous allez expliquer ça, s'il vous plaît? Ok. Merci beaucoup à vous, M. Senghor. Commis, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Diaz. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je salue l'invité. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question à notre invité. Tout à l'heure, vous avez demandé que les clients se plaignent parce que leurs camarades ne reçoivent pas les patients à l'hôpital. Pas plus qu'avant-hier, c'est-à-dire le jeudi, mon beau-frère a fait un coup dans la maison, l'a mené à l'hôpital de Bécongi. Arrivé à l'hôpital, il y avait l'infirmière qui est en train de dormir vers de 4 h du matin, jeudi. Et on a arrivé l'infirmière pour venir voir le patient qui a fait un coup. Je vous dis que l'infirmière n'a même pas cherché à vérifier la température du malade, ni sa tension. Et il a demandé à ce qu'on ramène le malade de faire sur le campus. Et les femmes se plaît de venir voir au moins l'état de la personne. De faire quelque chose au moins, de certains qui peut pas vérifier la tension au moins. Parce qu'elle dormait quand on l'a réveillée. Elle a demandé seulement ce qu'on amène le patient au siège campus. Ok. Les bêtes sont partis chercher taxi. Immédiatement, elles ont ramené le malade au siège campus. Arrivé là-bas, l'infirmier qui était là-bas, elle a demandé immédiatement pourquoi ils n'ont pas amené le malade aussitôt à l'hôpital. Mais elles ont dit non, qu'elles sont tout proches de l'hôpital de Baie. Aussitôt la crise s'est survenue, elles l'ont amené à l'hôpital de Baie. Et l'infirmière lui demandait, mais celle qui était là-bas ne a rien fait, n'a même pas été admissible aucun produit. Donc ils ont dit non. Et l'infirmière a claqué les doigts. Elle a dit seulement aïe, c'est le critère qu'elle a donné. Aïe, et puis elle a claqué les doigts. Ça veut dire que si celle qui était à l'hôpital de Baie, au moins ne serait-ce qu'une minute, 2 minutes, voir le patient, et chercher à lui adresser au moins quelque chose, ça peut au moins soutenir la personne qui perd. Au siège sur le campus. Ok. Je vous dis, ça n'a pas fait 5 minutes. On vous fait le mort. Ok. Ça n'a pas fait 5 minutes. Le gars a décédé. Et vous trouvez ça normal? Que nous, les pauvres comme ça, on va prendre l'argent, amener un patient à l'hôpital qui est censé sauver des vies humaines. On va amener le patient là-bas. Ok. Avec quelle ampleur? Comme on vous a compris, on va poser la question à notre invité par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Merci beaucoup. On prend Basile. Bonjour Basile. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en ligne, Basile. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, salut, docteur Kalinan. Bonjour, monsieur Basile. Pour dire que là, vraiment développé quelque chose de très important pour le débat. Et ce truc d'indemnité de départ à la retraite, là. Allô? On vous écoute, allez-y rapidement, Basile. Ah ouais. C'est 1 an qu'on doit payer à tous les fonctionnaires, comme ça se fait dans tous les autres pays. Mais on ne sait pas pourquoi. Ici, le ministre Gilbert Bara est venu, il dit que c'est au Togo seul qu'on paie ça. Bon, chaque fois, c'est pas bien. On paie ça dans tous les pays.
D'autres pays même on vous donne un forfait comme ça de 5 millions en allant. Ok. Donc, vous voulez... Maintenant, lui, il a dit que c'est au Togo seul qu'on fait ça. Vous avez souligné ça, c'est très important. Ok. Votre plateau technique, votre plateau technique, c'est ça qui importe beaucoup. Ce machin de contractualisation, vous avez bien fait de dénoncer. Je vous félicite pour ça là. Ok. Merci beaucoup à vous, Bazou. On parle le dernier commis qui sera le dernier. Bonjour. Bonjour. Allez-y rapidement. Oui, je salue le plateau, le docteur. Surtout l'intérêt qu'il a eu dans son intervention. Je voudrais supplier, par rapport à la mue, vous constatez qu'il a déjà commencé le plaidoyer, qui continue pour que toutes les fonctions soient mises en place. Donc on encourage beaucoup dans ce sens. Je vous remercie. On vous remercie aussi à vous, monsieur Commis. Merci beaucoup, c'est fini pour les réactions. Docteur Gilbert Solani, vous l'avez écouté les uns les autres par rapport à cette situation, mais pour Kodjo, selon lui, au sortir de chaque élection au Togo, on voit que les choses vont en défaveur du peuple. Il a parlé du carburant, la coupure d'eau, de l'électricité dans le pays. Mais pour Senghor, il dit, est-ce que vous êtes une fois interpellé parce que vous avez fait une opération à un patient qui est décédé, mais qui a fait une mauvaise opération? Est-ce que vous êtes une fois interpellé en justice par rapport à ça? Il est revenu aussi sur le délestage et ces drames. Il a donné l'exemple d'un ami qui a perdu quand même sa femme parce que on a fait la délestage et puis la femme est décédée. Est-ce que le médecin a été une fois interpellé en justice parce qu'il a mal opéré ou parce qu'il a fait une mauvaise prestation? Alors Gilles, on va faire simple. Hein. On va faire simple. Lorsqu'il y a erreur médicale, mais lorsqu'il y a un décès et que les accompagnants estiment que ce serait dû à quelque chose, ils ont le droit de porter plainte. Mais sauf que il y a une procédure à suivre. Mais quand vous portez plainte, vous ne portez pas plainte contre le médecin qui a opéré. C'est le centre de santé. Ou bien le médecin qui a soigné ou l'infirmier qui a fait truc. C'est le centre de santé qui répond en premier. Parce que c'est le centre de santé qui a recruté la personne qui travaille. D'accord? Et donc, dans cette démarche-là, il y a plusieurs étapes. Vous comprenez? Et maintenant, lorsque il est avéré, on situe la responsabilité. Donc, il y a d'autres choses qui sont enclenchées. Donc, c'est pour vous dire que nous, dans le corps de la santé, nous ne sommes pas du tout réticents à ce que les gens aillent porter plainte. D'ailleurs, même quand le truc de Mme Ornella est arrivé, nous avions même demandé, quand certains députés avaient souhaité que la famille porte plainte, nous avions dit oui, nous sommes d'accord que la famille aille porter plainte pour qu'on situe les responsabilités. Vous comprenez? Je suis au bloc opératoire, il y a coupure de courant, le groupe opératoire ne travaille pas. C'est ma faute si la personne meurt. Maintenant, je suis au bloc opératoire. Je suis seul à opérer. Alors que normalement, il faut être peut-être deux. Je suis le seul là-bas qui opère. Je fais comme je peux. La personne décède. C'est ma faute aussi. C'est ça. Non, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas... Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Mais comme on le dit, ce serait toujours intéressant qu'on situe les responsabilités. Ce qui est de la responsabilité intrinsèque, de la qualification et de la technicité médicale, qu'on le sache. Ce qui est de la responsabilité et de l'État, et du gouvernement, et de l'administration, qu'on le sache aussi. Je pense qu'il faut qu'on aille à cela. C'est pour ça que nous demandons, par rapport à la complexité de la tâche que nous exerçons, nous sommes les seuls à travailler sur la vie humaine. Nous sommes les seuls. Il ne faut pas qu'on pense que c'est... Non, nous sommes les seuls à nous occuper des êtres humains et à préserver ce qu'on a de plus cher, qui est la vie. S'il n'y a pas la vie, vous ne serez pas là, monsieur Gildas. Donc c'est pour ça que... Mais c'est pour ça qu'il faut valoriser la profession des soignants. Des gens de santé administratifs comme praticiens, on doit vraiment les valoriser dans de bonnes conditions et de vie et de travail. Comme il est revenu sur le mauvais accueil, il a donné l'exemple. Nous avons obligation de moyens. De hôpital. Nous avons obligation de moyens, pas de résultats. Vous avez écouté M. Commis qui a raconté ça, les aventures. Je déplore ce qui lui est arrivé et mes excuses, je le lui présente. Je ne connais pas l'histoire, mais je ne vais pas
continuer par dire il a probablement raison, j'en sais rien, mais mes excuses si c'est le cas. Mais elle lui dit, mais maintenant, bon, on amène un patient et puis bon, on aussi, non, je ne connais pas le cas, mais je ne sais pas si la personne est sortie voir ou pas. Mais je vais vous expliquer une chose. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Sotobois quand on a accusé l'assistant en disant qu'il n'a rien fait non, mais si moi je suis médecin, on m'amène un malade, je vois le cas, je vois l'aspect, j'ai fait des études médicales pour ça. Je peux vous dire que ce malade-là, mon centre est incapable de le prendre en charge. Parce que je n'ai pas le plateau technique chez moi. Et j'ai le devoir de vous référer dans un centre de niveau supérieur. Dans le cas de figure, le CHU Campus est un centre de niveau supérieur par rapport à l'hôpital de Baie. Donc si on réfère là-bas, c'est parce qu'on estime qu'à Baie, il n'y a pas de technique pour le faire. Je ne connais pas l'histoire, mais je vais expliquer. Ce qu'il dit, c'est au moins de toucher le patient. Je vais vous expliquer en disant ceci. Des fois, nous sommes formés à ça. On parle de temps, hein. C'est des questions de secondes et de minutes. Hein. Si je pense que ce que je vais faire peut nuire à la vie de la personne, je vais vous dire non, ce n'est pas la peine que je... Il faut l'évacuer en même temps, parce que je ne pourrais rien faire ici. Tout ce que je vais faire ici sera inutile en fait. Donc le mieux c'est d'aller dans un centre qui est plus qui a un niveau supérieur. C'est pour ça que la santé, ce n'est pas que les soins. Il y a aussi la pédagogie, la sensibilisation. Il faut expliquer aux gens que devant certains signes, voilà là où vous devez aller, pour que les gens ne se perdent pas. Tout à l'heure j'ai parlé du circuit, j'ai parlé du circuit du malade. Vous m'avez écouté, non? Et dans le projet qu'on a écrit, c'est dedans. C'est des choses que nous devons faire. Nous devons informer, sensibiliser les gens sur certaines choses, quoi, pour savoir comment ils doivent réagir devant telle ou telle situation. Excusez-moi un peu, un exemple. Vous avez un monsieur ou une femme, vous le voyez, vous voyez que son visage là commence par être dévié. Déformé un peu. Se déforme, peut-être vers la droite ou vers la gauche. Mais ça, c'est un signe qui alerte par rapport à un accident vasculaire cérébral, à un AVC. Vous n'allez pas l'amener à un CMS. Vous devez l'amener tout de suite dans un centre de santé de référence. Ou au moins un service de neurologie pour qu'on le prenne en charge rapidement. Parce qu'il faut faire un scanner et faire des... On doit sensibiliser la population à comprendre ces signes d'alerte pour savoir où envoyer le patient ou les patients lorsqu'il y a une situation, pour éviter le retard de prise en charge. Basile est revenu sur les indemnités de départ à la retraite, vous l'avez touché, mais pour Komi, la MU c'est importante, c'est important parce que en tout cas vous avez fait même une sortie, quel personnel de santé pour une MU réussie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que la MU ait une réussite, il faut des personnels de santé en nombre suffisant, bien formés, c'est votre... Et bien rémunérés. Ah oui, bien formé, bien équipé, bien rémunéré pour réussir la MU, avec un circuit du malade clair pour tout le monde, avec les moyens mis à disposition. Je voulais faire un petit rappel en disant que j'ai été clair par rapport à l'indemnité de départ à la retraite. Je parlais des travailleurs contractuels qui sont à la CNSS, qui ne sont pas comparables aux travailleurs fonctionnaires. Voilà, mais je voulais quand même préciser cela parce que c'est pas le même régime et le même traitement qui s'opère de chaque côté. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos patients? Vous avez écouté ce matin à vos collègues aussi dans les bureaux, au gouvernement et à la nouvelle Assemblée nationale, parce que vous l'avez dit. La nouvelle Assemblée, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. J'ai répété que nous les marquerons la culotte. Aujourd'hui, il est temps que nous fassions en sorte, c'est d'ailleurs cela, la proximité avec le peuple doit se matérialiser dans des faits. Ça doit sortir du créneau de la parole et se concrétiser par les faits. Et donc le pouvoir d'achat doit être totalement relevé. Et nous, au niveau de la santé, nous demandons à ce que notre fonction publique hospitalière soit rapidement adoptée pour que nous puissions avoir un cadre juridique et opérationnel pour pouvoir bien porter et conduire l'assurance maladie universelle. Merci beaucoup, Dr Gilbert Tcholognano, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SYNFOT, président du collectif des syndicats de la santé au Togo. Merci à Ité Messan qui a assuré la mise en onde, le direct sur la page Facebook. C'est avec Enjoy à la réalisation, signature Claudia Ginon. Portez-vous